Yes, we can. I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pendant le 20h. Je suis très heureux de vous accueillir pour le Culture Club. À mes côtés, les esprits critiques du soir, Marie-Ange Philippe, Xavier Affre, Marcel Petrichol et Marie-Jo Harry-Guilandine. Bonsoir à vous quatre. Notre question du soir, crime et faits divers, la nouvelle fascination. Et pour y répondre, les œuvres que nous avons sélectionnées, en BD Torso de Bendis et Andreïko aux éditions Semic, série et cinéma avec David Fincher et ses créations Mindhunter et Zodiac, dans notre bibliothèque La femme sans tête d'Antoine Albertine et Un tueur sur la route d'Elroy et notre bonus track From Psycho Killer to Painter de Fringes. J'espère l'avoir bien prononcé, Marie-Ange. Oui, mais je donne pas trop de leçons en anglais, moi vous savez, je suis très mauvaise, donc on va dire ça, Fringe si vous voulez. Alors ce soir, nous nous interrogeons sur cette fascination des scénaristes, des auteurs et des créateurs pour le fait divers. Nous allons commencer avec vous, mon cher Marcel, et Torso de Bendis et Andreïko aux éditions Semic. Il s'agit évidemment d'une bande dessinée. Je vous emmène à Cleveland, 1934, la ville sort à peine de la dépression de 29. Et puis comme l'économie repart, il y a de nombreux migrants qui arrivent à Cleveland. Qui dit migrants dit bidonville. Et dans ces bidonvilles, le crime va se développer aussi vite que l'essor économique de la cité, la ville de Cleveland qui est en proie à l'insécurité et à la corruption. Alors pour nettoyer tout ça, le maire a une idée géniale. Il va faire appel à une légende vivante. Quelqu'un qui a fait la pluie et le beau temps à Chicago, qui a mis Al Capone en prison. Elliot Ness va débarquer à Cleveland. Sa première mission, ça va être de purger la ville de tous les flics corrompus. Il va y arriver sans aucun problème. Mais un nouveau cas va se présenter à lui. On découvre dans les bas-fonds de la ville des corps, des cadavres. Et le modus operandi, c'est toujours décapitation et démembrement, ce qui rend, bien sûr, pratiquement impossible à identifier ces corps. On est en 1934, il n'y a pas encore la police scientifique. Alors c'est dans une ambiance politique très tendue que se passe cette enquête. Et Ness, il va refaire ce qu'il avait fait avec les Incorruptibles. Il va remonter une équipe qu'il appelle les Inconnus et qui va enquêter, bien sûr, sur ces meurtres. Et en fait, on a affaire au premier serial killer aux États-Unis. Alors là, la presse va s'emparer de l'affaire. Elle va le surnommer le tueur au torso. Et ça va monter vraiment en épingle. Et on va s'apercevoir, en fait, on suit 5 ans d'enquête d'Elliot Ness, 5 ans d'enquête de frustration, de découvertes macabres. Et je le dis, il y a un climat politique particulier. Et on s'aperçoit que c'est pas lui, Elliot Ness, qu'on connaît, c'est pas l'incorruptible. On voit un Elliot Ness très carriériste, qui ne pense qu'à sa carrière et sa future carrière politique. Ça, c'est assez intéressant dans le bouquin. Est-ce qu'il va réussir à découvrir qui est ce serial killer? Comment l'enquêteur va se servir aussi de son passé glorieux et de son présent avec cette enquête pour essayer d'embrasser une carrière politique. C'est son ambition. Ça, c'est vraiment son ambition. Alors, ça nous donne un duel au sommet entre vraiment une légende vivante et un tueur, mais qui est vraiment d'une intelligence remarquable, qui envoie même des cartes postales à Elliot Ness pour le défier, presque pour se moquer de lui. C'est passionnant. Il faut dire bien sûr les dessins et surtout le découpage. On voit quelques planches à l'image. Vous avez tout dans ce découpage. Vous avez des champs, du contre-champ, il y a des travelling, il y a du zigzag, il y a des spirales. Il y a toutes les possibilités graphiques sont utilisées par Bendis. C'est du noir et blanc. C'est des grands aplats de noir avec parfois des taches blanches pour bien faire ressortir tous les détails qui sont importants. C'est un travail remarquable d'enquête. Bendis a enquêté pendant très très longtemps. Il a eu accès à toutes les archives de l'époque, et notamment aux archives du journal qui a relaté les faits divers en 1934. Journal où Bendis a lui-même travaillé des années après. Donc c'est vraiment du documentaire. Ça se dit, c'est efficace, terrifiant. Et surtout, c'est l'affaire qui a brisé la carrière d'Elliot Ness. Documentaire, la dimension documentaire dans cette bande dessinée, elle est réelle, elle est frappante pour le lecteur. C'est ce qui vous a aussi marqué, Xavier ? Alors moi j'aime le fond et la forme. C'est-à-dire le fond, je trouve ça extraordinaire. Et la forme, vraiment, ces masses noires, blanches comme ça, le dessin, c'est vraiment très fort. Encore avec un découpage aussi très cinématographique. On imagine de suite l'adaptation qu'on pourrait faire
pourquoi pas d'ailleurs un David Fincher. a C'était priori. prévu, il y avait une adaptation qui était prévue, qui ne s'est pas faite. Et du coup, c'est vrai que c'est vif. Il y a des moments où on pense même à du Tarantino. Quand on lit, c'est très très vif dans les dialogues aussi. Et c'est très documenté. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a parfois des incrustations de coupures de journaux, de photos, même à la fin. Il y a un petit dossier. De rapports de l'époque. Ce qui en fait, c'est plus qu'un comic book. Là, du coup, ça devient un vrai document d'enquête. Et du coup, c'est vraiment passionnant. Oui, sur les documents d'époque, vous avez raison de le signaler, c'est ce qui aussi peut déstabiliser éventuellement le lecteur. Alors, je le montre à la caméra d'Emmanuel Cardi, notre réalisateur. Alors voilà, il y a des images d'époque, de véritables morceaux d'articles, et en même temps, tout cela est mêlé tout de même avec une certaine forme de fiction. Hein. Et vous auriez dû laisser la photo d'Eliot Ness, parce qu'on voit qu'il est très loin de Kevin Costner, d'ailleurs. Oui, nous sommes d'accord, du film de Brian De Palma, c'est surtout cela. physiquement. Non, mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est comment aussi la fiction, ou les auteurs, s'emparent d'un fait divers pour au final aussi relater le cheminement qu'ils décident eux-mêmes. Hein. C'est très intéressant dans cette bande dessinée. Ouais. Mais moi, je veux revenir sur l'aspect des photos, des incrustations. On a reproché aussi au dessin que c'était très photographique, et moi, au contraire, je trouve que ça sert énormément le propos de la bande dessinée. Et c'est vrai que de ce fait divers, Bendis, on a fait... il nous montre la carrière d'Eliot Ness, quoi. Vous acquiescez, Marie-Ange, sur le dessin et Oui, ça les m'a photos. fait penser un peu à Sin City, donc c'est vrai. j'étais un peu plongée dans cette Ouais, c'est atmosphère-là. Et j'allais dire c'est agréable. Non, c'est pas agréable, c'est pas le bon mot, mais c'est prenant, c'est captivant. Sin City, qui est une bande dessinée de Frank Miller, bien sûr. voilà, Frank Miller. Grand, l'immense. L'immense Frank Miller. Frank Miller. Torso de Bendis et André Ico aux éditions Sémic. C'est pour initier notre conversation du soir autour de cette fascination que peuvent avoir les scénaristes, les créateurs, les réalisateurs pour les faits divers. Et justement, de réalisateur, il en est question, d'un grand réalisateur. Encore une fois, il en est question dans la partie de Xavier Affre, 2 films de David Fincher, enfin 2 films, un film et une série, Mindhunter qui est disponible sur Netflix, et le film Zodiac. Comment entrer totalement, pleinement dans la tête, dans l'esprit d'un tueur en série. Mais il y a une vraie correspondance avec les deux. Alors c'est vrai que Zodiac, c'était il y a quelques années, mais la série Mindhunter, qui, à mon avis, est une des grandes séries du moment, qui est disponible sur Netflix d'ailleurs, parce qu'il y a une dizaine d'épisodes sur la saison 1. Saison 2, a priori, très bien engagée. Pas forcément d'ailleurs signé Fincher. Là, sur les 10 épisodes, il en a réalisé 4 seulement. Les plus importants, les 2 premiers, et alors je ne sais plus si c'est exactement les 2 derniers, mais c'est les 2 très importants, donc il s'est quand même gardé la part du gâteau la plus intéressante. Et dès le départ, l'enquête est vraiment, l'ambiance est posée, c'est adapté d'un roman, donc aussi sur la naissance en fait des serial killers et surtout la naissance de l'étude des serial killers. Le mot d'ailleurs n'existe pas dans la série, il apparaît dans un des épisodes, on cherche un nom, comment les appeler, on ne sait pas trop. Et on est dans les années 70, 77. Ce qui marche bien dans cette série aussi, c'est qu'il y a toujours 2 enquêteurs. Ces 2 enquêteurs du FBI, alors un jeune, un qui a un peu plus de bouteilles, ça c'est très classique finalement. Comme on voit dans tous les films comme ça, il y a une association de 2 enquêteurs. Ça fonctionne bien, avec chacun arrive avec son côté, alors l'aspect psychologique, l'aspect un peu ambigu, parce que le jeune héros notamment, alors c'est l'agent Holden Ford, un peu ambigu, on ne sait pas trop, donc ça pose les jalons de la saison 2. Et puis surtout, vous l'avez dit, c'est mise en scène. Le premier épisode, mise en scène par Fincher, est d'une précision, c'est glacial, c'est froid. C'est-à-dire qu'en fait, on les voit tout le temps, parce que, je n'ai pas resitué, mais en fait, ils vont en permanence. Pour comprendre des enquêtes en cours, ils vont interroger des serial killers et essayer de rentrer dans la tête d'un serial killer pour comprendre et pour essayer de résoudre des enquêtes. Évidemment, c'est fascinant. La saison se regarde, enfin la série se regarde en peu de temps, juste le temps qu'il faut évidemment sur des épisodes. Mais franchement, on a du mal à décrocher, tellement c'est prenant et c'est bien fait, c'est interprété, c'est remarquable, c'est intense, c'est beau. Enfin, c'est beau, pas ce qui est montré évidemment, mais c'est beau. C'est-à-dire que ça le rend beau et c'est le côté David Fincher. C'est sa thématique, encore une fois. Là. Et il a beaucoup travaillé sur les serial killers, que ce soit Seven, Zodiac, on va en parler après. Voilà, c'est quelque chose apparemment qui le fascine. Alors, est-ce qu'il a un problème avec ça? Je ne sais pas. On peut l'inviter à venir peut-être s'expliquer. Mais voilà, et surtout la période. C'est aussi une réussite parce que c'est une peinture des années 70. Et ça, c'est fabuleux. La reconstitution est tout simplement exceptionnelle. C'est cinématographique, vraiment. Mais on est dans une période qui est quand même charnière aussi, les années 70. On est après l'assassinat des 2 frères Kennedy dans les années 60, l'assassinat de Luther King. Donc il y a aussi une remise en question peut-être des méthodes du FBI et de trouver d'autres méthodes face à des crimes assez étranges et face auxquels on est un petit peu, ils sont en tout cas décontenancés. D'où le recours
aux interviews de serial killer. Évidemment, vous comprenez bien que la hiérarchie, on le voit de suite dans la série, tique un peu au départ, mais bon, ça Et puis, a donné il naissance y a, à il y a plein de une choses. dimension très humaine chez Fincher avec ce film. Alors, il est glaçant, glacial, même une réalisation très, parfois distanciée, froide. Il y a un peu un côté Hitchcock. Il y a une scène où il filme très loin des fenêtres d'appartements. Ça fait penser à Fenêtre sur cour, etc. Mais il filme à hauteur d'homme. C'est le point de vue des deux enquêteurs qui prime. Hein. C'est ça qui est important. Voilà, parce que du coup, la psychologie des deux personnages est très fouillée aussi, donc on apprend beaucoup de choses sur eux, et il y a même des jalons qui sont posés pour la saison 2, on imagine, et c'est ça qui est assez fort. La relation entre les deux, je pense que c'est presque autant un film sur les serial killers, et même moins finalement, que c'est un film sur la relation entre les deux enquêteurs, et peut-être que la saison 2 va évoluer sur cette relation entre ces deux hommes qui deviennent un petit peu amis quand même. Donc c'est cérébral, hein, c'est Fincher, c'est sûr. Et en même temps, il n'y a pas de complaisance. Il ne faut pas non plus penser qu'il y a une complaisance envers les serial killers. Non, il y a une distance qui est mise et qui est assez intéressante, qui permet quand même de regarder et de ne pas tomber non plus dans le piège de la complaisance. Marie-Jo. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il se retrouve à un moment où finalement les faits et les mobiles ne peuvent plus expliquer, ne peuvent plus aider les enquêteurs finalement à trouver le tueur. Et voilà, on est dans un... Évidemment, en général, le crime passionnel, c'était le mari, l'amant, etc. Il y a un héritage, il y a je ne sais pas moi, une assurance vie ou quelque chose qui fait que les choses étaient... Et là, on se retrouve sur des séries de crimes où, effectivement, tout cela n'explique rien et les crimes restent complètement... en fait, on trouve les gens un petit peu par hasard, par erreur, parfois. Et c'est vrai qu'eux veulent qu'on arrête un petit peu ce système d'erreur et qu'on mette un processus, finalement, d'enquête en place. Mais c'est très novateur et c'est vrai que ce qui est assez génial, c'est leur côté avant-gardiste. La hiérarchie ne l'est pas du tout. Et cette manière, enfin, on a l'impression que c'est une intuition, qu'ils sentent quelque chose, qu'ils ont une intuition et que petit à petit, ils vont poser les jalons, avec l'aide aussi du professeur. Ils vont poser les jalons parce qu'ils sont tous enseignants et ils sont tous quand même très branchés en criminologie. Et donc, du coup, voilà, arriver à mettre une nouvelle grille de lecture sur les nouveaux crimes de nouveaux criminels que la société, d'ailleurs, aurait engendrés pour arriver, finalement, à trouver quand même les coupables, alors que plus rien ne donne d'indices. Belle peinture des méthodes d'enquête à cette époque-là, avec ce nouveau phénomène de tueur en série. En tout cas, c'est la première fois, vous l'avez dit, Xavier, que l'on met véritablement des mots, une expression sur des crimes, hein, Marcel. Oui, moi je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Xavier, Marie-Jo. Je fais deux petits bémols à la série, parce que quand même, il en faut. Vous êtes là pour ça. J'ai trouvé ça excellent, très très bien, mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Il manque l'idée lumineuse qui ferait que la série serait géniale. Je trouve ça... Alors, ça apporte pas grand-chose sur tout ce qui a déjà été dit sur les serial killers, et je pense notamment à l'excellent bouquin de Stéphane Bourgoin, Livre noir des serial killers, qui est le spécialiste mondial des serial killers. Voilà, c'est par rapport à ça, c'est deux petits bémols. Sinon, pour la naissance vraiment d'apprendre la psychologie des serial killers, oui, c'est hyper intéressant. Ça va très vite aussi. Alors, ça peut paraître ennuyeux à certains. Moi, ça ne va pas paraître ennuyeux parce que le rythme est assez lent, il faut le dire. Voilà, mis à part ces deux petites choses. C'est l'héritage d'Aaron Sorkin qu'il a gardé. Aaron Sorkin, scénariste, notamment de The West Wing, ou pour David Fincher du film sur Steve Jobs. Du film sur le créateur de Facebook. Le créateur de Facebook, pardon, Mark Zuckerberg, où c'est très bavard. Et on le retrouve dans la série. Vous avez vu les premiers épisodes ? Oui. Les 3 premiers, j'ai pas tout vu. Hein. J'ai été sur Stranger Things, excusez-moi, je suis sur autre chose. Non, mais j'ai vu, en regardant le tout début, je me suis dit, oh là là, ça va être un trou détective bis avec deux enquêteurs et tout. Et en fait, on sort complètement de cette ambiance-là, qui est une excellente série, hein, trou détective, mais c'est à peu près les mêmes mécanismes, à peu près la même histoire. Et justement, c'est en fait une série, malgré le fait que ce soit David Fincher, malgré le fait que ce soit un sujet immense et très difficile à traiter, ce qui m'a plu, c'est que j'ai trouvé que c'était sans prétention. C'est-à-dire qu'il y a une certaine distance qui est gardée entre déjà la réalisation et le spectateur, et en plus entre les serial killers. On ne cherche pas à résoudre quoi que ce soit, on ne cherche pas à démontrer, on ne cherche pas à avoir de démonstration psychologique, et je trouve que c'est cette distance-là qui fait la qualité de la série. On est resté un peu plus longtemps sur la série Mindhunter parce que cela valait le coup.
Et vous allez évoquer très rapidement, Xavier, vite. j'en suis franchement désolé. Zodiac, toujours de David Fincher, mais nous sommes dans le même esprit. Oui, c'est la même veine. Un film sorti en 2007. Là, c'est l'enquête sur le tueur du Zodiac. Donc, on est dans les années 60-70. Un vrai serial killer pour le coup, avec Jake Gyllenhaal. L'interprétation, de manière générale, dans le film est assez exceptionnelle. Comme souvent chez Fincher. Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., donc c'est assez exceptionnel. Bon, ça s'appuie sur le livre de Robert Graysmith. D'ailleurs, c'est Jake Gyllenhaal qui joue le rôle de Robert Graysmith, qui était dessinateur, hein, pas enquêteur ni journaliste, dessinateur pour la presse. Et le film est comme la série, c'est-à-dire c'est assez exceptionnel, c'est au cordeau. Le film est très long. Donc il y a beaucoup de gens qui disent que le film est trop long. Moi, je le trouve assez fascinant. On pourra regarder 3 heures de plus, sincèrement. Je pense que c'est fascinant et avec les mêmes qualités que la série. Un détachement et une fascination pour l'époque des années 60-70 qui décidément est peut-être le point Goldwyn pour David Fincher. Le spectateur est partie prenante dans le film. On suit vraiment l'enquête. Il nous apporte avec lui dans le film. Beaucoup moins de distance que la série. Oui. Hein. Le téléspectateur, Mais c'est anti-commercial au possible. Oui. Là, Et certainement l'un des meilleurs rôles avec Good Night and Good Luck de Robert Downey Jr. Certainement. On va passer à la littérature avec vous, Marie-Jo. La femme sans tête d'Antoine Albertine, que nous connaissons bien, Antoine, aux éditions Grasset. Oui, c'est un livre qui est sorti en 2013 et s'il y a vraiment un auteur corse qui a été fasciné par un fait divers, c'est justement Antoine Albertini, qui voulait d'ailleurs, à cause de ce fait divers, devenir policier ou journaliste. Il a réussi, il est journaliste. C'est lui donc qui s'occupe, on le sait, de Sétimane, hein, l'hebdomadaire. Il admet vraiment clairement avoir été hanté, si ce n'est fasciné, par ce fait divers qui a été relaté le 9 août 1988 dans Corse Matin. Un corps sans tête avait donc été retrouvé dans un caveau du cimetière de Santa Lucia. Alors lui, quand il découvre ça, c'est son père en fait qui lit le journal et qui dit « Quel est l'enfant de putain qui a bien pu faire ça ?» Il dit « Depuis, je me pose toujours cette question » et ça conclut quand même le chapitre 1 de ce livre. C'est cette question qu'il a hantée depuis l'âge de 13 ans. Antoine a 13 ans quand il découvre ce fait divers et ça va vraiment changer sa vie finalement, complètement changer sa vie. Alors, il a essayé donc de s'intéresser près de 20 ans après, au dossier de cette victime qui a finalement été identifiée. Il s'agissait donc de Gabrielle Nicolet. C'était une infirmière qui venait de Brest. Elle était venue en Corse avec son fils de 8 ans, Yann. Les deux ont disparu en août 1979. Donc le corps a été retrouvé près de 9 ans après. Hein. Et voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils étaient tous les deux en Corse. On a retrouvé son corps à elle, jamais la tête, et on n'a jamais retrouvé l'enfant. Alors, Antoine se pose la question, qu'est-ce qui leur est arrivé évidemment, et est-ce que l'enquête a été bâclée? Et il se pose d'autant plus cette question qu'il dit quand même qu'entre l'été 2007 et le printemps 2012, la justice a repoussé à 17 reprises ses demandes de consultation du dossier quand même de cette Gabrielle Nicolet. Je crois que la Corse faisait, enfin c'est en tout cas ce qu'il suggère, faisait la part plus belle au crime qui était lié finalement à la politique qu'aux faits divers de cette époque-là. Alors lui, ça ne l'arrête pas, il va mener son enquête pendant donc 5 années et à la fin va arriver ce livre, ce livre qui est vraiment bien écrit, vraiment agréable à lire. C'est vraiment une réussite, c'est pas simplement parce que Antoine est corse, c'est vraiment un livre d'extrême qualité. J'ai beaucoup aimé et je ne l'ai pas lâché non plus. C'est vrai qu'il va donc finalement confier les résultats de son enquête à lui, au major serrurier qui va être le policier qui va faire l'enquête. Évidemment, on va découvrir que ouvrir une enquête 10 ans après les faits, c'est compliqué. Donc lui creuse aussi la psychologie des personnages, il explore pratiquement toutes les pistes, mais il ne conclut pas cette affaire qui finalement est classée mais n'est toujours pas résolue aujourd'hui. Et il y a un côté, alors la comparaison va être extrêmement flatteuse pour Antoine, mais je vais l'assumer totalement, je l'ai écrit d'ailleurs. Il y a un côté Truman Capote, vous savez, avec De sang-froid, qui est le premier dans l'histoire de la littérature. Marcel, vous allez certainement mieux le dire que moi, le premier véritable roman-enquête sur un meurtre aux États-Unis, sur une condamnation à mort aux États-Unis, fin des années 50. Qui a marqué Truman Capote. Et il en a fait un livre vraiment mêlant fiction, réalité. Et il y a de cela aussi chez Antoine. La femme sans tête d'Antoine Albertine aux éditions Grasset, fortement recommandé par Marie-Jo et par toute l'équipe de Pendant le 20h. Deuxième ouvrage, très rapidement. Évidemment, impossible de ne pas parler
d'Elroy. D'Elroy, bien sûr, tout l'univers d'Elroy, hein, évidemment. Bon, moi j'ai choisi Un tueur sur la route parce que c'est une fausse autobiographie et il parle à la première personne d'un serial killer, un sextueur, un tueur sexuel, donc qu'il qualifiera évidemment de serial killer. Et il tente en fait de comprendre le processus criminel de ce tueur. Ce qui est intéressant, c'est que finalement c'est devenu un ouvrage de référence pour les écoles de police. Ce livre qui est quand même une fiction malgré tout. Et je voulais aussi rappeler que tout l'univers d'Elroy était intéressant parce qu'Elroy a perdu sa mère quand il avait 10 ans. On le sait parfois, mais tout le monde ne le sait pas. Et ça fait partie des crimes qui sont restés jamais en fait résolus. Donc sa mère a été retrouvée morte. Il avait à Los Angeles, il avait 10 ans. C'est aussi ça qui va faire qu'il va s'intéresser à tous ces crimes non élucidés, le Dahlia Noir évidemment en premier. C'est ça. Tout le quatuor quand même de Los Angeles avec LA Confidential, etc. Puisque le Dahlia Noir, c'est quand même une starlette qui meurt dans des conditions terribles. On est beaucoup dans les gens démembrés ce soir. Et voilà, bon, c'est c'est le vraiment... thème choisi. Nous avons voulu faire dans la joie et dans la bonne humeur. Mais c'est vrai que ce sont des crimes qui sont particulièrement aggravés parce qu'il y a torture, il y a mutilation. Et voilà, donc ce livre-là est vraiment extrêmement intéressant. Et référence 1989 est vraiment une référence très intéressant sur sa réflexion sur la schizophrénie. C'était une des premières fois qu'il abordait ce thème. Et surtout dans ce bouquin, presque le tueur devient sympathique. Je dis presque, entre guillemets, parce qu'on arrive à comprendre, je dis pas ses motivations, mais ses meurtres. Ça rejoint Mindhunter sur ça, c'est-à-dire que le terreau familial est important. Donc ça excuse pas, mais ça explique. Ça explique. Un tueur sur la route de James Ellroy, fortement également recommandé par Marie-Jo, par Marcel, par Marie-Ange et par Xavier. Avec vous, nous terminons cette émission avec From Psycho Killer to Painter, Fringes. Oui, vous parliez de joie et de bonne humeur. Eh bien, non, mais les deux peuvent être compatibles, crime et bonne humeur. J'ai choisi cette petite vidéo qui est extraite d'une série qui s'appelle Fringes, qui veut dire bordure, à sous-entendre en marge de, qui est une série de vidéos initiée par le magazine Vice, qui est la Bible des branchés, en gros. Et c'est donc plusieurs vidéos qui, en Amérique, surtout en Amérique du Sud, font une espèce de cartographie de l'absurde. Donc des fabricants de champignons, serial killers, aux prostituées institutrices, enfin voilà. Et là, on rencontre donc Lukuma, qui est un ancien serial killer sorti de prison. Il a fait 27 ans de prison, entre autres pour avoir tué son frère à l'âge de 15 ans. Il est rentré dans un hôpital psychiatrique, mais lui ne s'estime pas fou. Il dit, moi, no soy un pandero. Il dit, donc en gros, je ne suis pas un bip-bip. Je fais du mal à ceux qui me font du mal. Et il s'est mis à peindre en sortant de prison, un petit peu en prison, et il s'est mis à peindre ensuite. Et on voit comment son art, à travers l'art, il devient juge en fait. On va peut-être demander à Manu Card de nous passer un petit extrait. Et on en reparle tout à l'heure. Pinto a los palomillas, a los forajidos, como también pinto hombres corruptos que fueron asaltantes, criminales, terroristas, para que el mundo vea que realmente un bandido, un forajido, una prostituta, un terruco puede cambiar si pone un gramito de arena. Este cuadro representa la maldad de todos nuestros presidentes corruptos que manipulean a nuestro Perú. Pongo estos bandidos y forajidos como representación de hacer justicia con aquellos que nos gobiernan y nos han mal gobernado. Cada forajido se convierte en una serpiente y cada serpiente va a devorar una autoridad corrupta, como una enseñanza para muchos políticos. Solamente entran al poder para destruir a nuestro Perú. He hecho un cuadro que lo estoy asesinando a Alan García. Ahí está en la Escuela de Bellas Artes. Ahí lo estoy asesinando y ahí está con nombre. No soltaba el oro ni los lingotes. Il vampirise l'image. Oui. Et son art le vampirise aussi un petit peu. Il explique que donc grâce à l'art, il s'est sauvé, il a changé de vie. Cela permet aussi de dénoncer, d'extérioriser cette colère parce qu'il dit oui, d'accord, je suis un criminel, mais je suis pas pire que nos politiques, voire nos politiciens qui détruisent notre pays. Et alors, ce que je trouvais intéressant par rapport à la fascination, bon, c'est le cliché d'un repenti, hein, c'est que
on n'est pas du tout fasciné par lui, on le trouve même sympathique. Par contre, lui tente de fasciner la caméra et de se fasciner lui-même. C'est-à-dire qu'il raconte ses meurtres, il raconte la fierté qu'il avait d'être en prison, d'être un taïta, c'est-à-dire un caïd, quelqu'un qui pesait, quelqu'un qu'on effrayait. Et il tente comme ça tout le temps de s'imposer, mais en fait, au final, on a presque de la sympathie pour lui et on le voit même danser au milieu du Pérou entouré de couleurs. C'est ce contraste-là que j'ai trouvé intéressant. From Psycho Killer to Painter, Fringes, disponible, on peut le voir sur Internet, YouTube et sur le site vice.com. Alors, la question du soir et vos réponses, bref, rapide, c'est un condensé de tout ce que nous avons dit, et de tout ce que vous avez proposé. Assistons-nous, alors d'un point de vue de la création évidemment, à un retour, fût-il aux sources du fait divers, ou plus amplement à un renouveau, Marie-Ange? Un renouveau esthétique. Pas dans le fond, mais en tout cas dans l'esthétique, oui, clairement. Renouveau esthétique pour Marie-Ange. Marcel? Je pense qu'il y a tout le temps eu un renouveau. Hein. De décennie en décennie, le fait divers a toujours fasciné. Et si on parle des faits divers, justement, de torso des années 30, et comme ils sont relatés à l'époque et maintenant, il y a toujours un renouveau. Xavier? Oui et non, et surtout non, à mon avis, finalement, puisque non, le cinéma, c'est toujours abreuvé de faits divers, et à mon avis, ça continue. Marie-Jo? Oui, aussi beaucoup de faits divers depuis toujours dans le cinéma. Peut-être effectivement la fascination pour les serial killers est plus récente, enfin à date de ces dernières décennies. Je suis très fier de vous parce que personne n'a cité la cité de la peur. Personne. Et le serial killer. Bravo. Les œuvres en BD, Torso de Bendis et André aux éditions Sémic, au cinéma et en série, David Fincher, ses créations Mindhunter et Zodiac. Dans notre bibliothèque, La femme sans tête d'Antoine Albertine et Un tueur sur la route de James Ellroy. Et vous pouvez le retrouver sur Internet, From Psycho Killer to Painter, Fringes. Merci beaucoup à vous quatre. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h.